Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle émission de la team WeWeb. Aujourd'hui, je suis avec Joyce. Comment ça va, Joyce? Ça va bien. Je sens que ça va être sportif puisque j'ai lancé le live sur le mauvais channel. Ensuite, j'ai dû reload et j'ai oublié de rechanger mon prénom. Donc, je pense que je suis pas tout à fait réveillée alors qu'il est 13h. Ça va T'inquiète. être, Moi, j'avais ça va écrit être- l'émission de la team WeWeb avec un S. Donc, on fait plusieurs émissions, mais je viens d'éditer. Ah, Donc, on est ah vraiment en oui. forme aujourd'hui. Salut Olivier. Salut Olivier. Je vois qu'il y a pas mal de monde. N'hésitez pas à vous présenter comme d'hab. Parce que je vous vois dans Twitch. Je vois tout le monde. I see you. Mais n'hésitez pas à juste vous présenter, hein. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions, mais ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse émission parce qu'on a fait une mise en prod. Qui dit mise en prod dit mise à jour. Qui dit mise à jour dit pas mal de nouveautés. Salut, Marin Point in Tech. Point Tech. Ouais, voilà. Marin Point Salut Tech. Marin. Ouais, je vous dis de vous présenter, mais j'arrive pas à prononcer vos pseudos. Ça allait le coup. Euh, Salut Youssef K2. Donc oui, grosse mise à jour. Premier truc, on vous le montrera pas en live malheureusement parce que c'est une fonctionnalité pour l'instant qu'on doit activer à la main, mais qui est possible. C'est l'export du projet slash le self-hosting. Ce que ça veut dire, c'est votre projet, une fois qu'il est créé sur WeWeb, vous pouvez en récupérer le code source, builder ou non, et vous pouvez l'héberger où vous le souhaitez. Donc chez OVH, chez Vercel, Netlify, Amazon, sur vos propres serveurs. Et ce qui est cool, c'est que ça permet justement d'être conforme à la RGPD, typiquement en Europe, parce que quand vous utilisez l'éditeur, quand vous faites des requêtes depuis un backend en dynamique, on ne stocke pas la donnée, donc elle passe jamais par chez nous, sachant que nous on est chez Amazon aux US. Et quand vous l'exportez, de toute façon, elle est chez vous. Donc ça touchera jamais nos serveurs, ce qui fait que vous pouvez créer des apps complètement RGPD compliant sur WeWeb. Et accessoirement, si vous avez envie, si votre client vous demande, même sans les RGPD, d'héberger ou même pour vous-même si vous voulez héberger chez vous, vous pouvez le faire. Fermi Arbedilis, j'ai envie de le présenter, de le prononcer. Putain, j'ai vraiment du mal. Marin qui est de chez Allegria, ok. Yes. Je ne te connais pas. Ils ont trop embauché chez Allegria. Je connais plus Et tout le est-ce que monde. vous serez tous, est-ce que vous serez plusieurs ou tous au No Code Summit jeudi, vendredi ou jeudi ou vendredi peut-être? Nous on y sera en tout cas. Enfin moi j'y serai les 2 jours. Quentin, je sais pas si tu as prévu de venir les 2 jours ou. Moi j'y serai, mais j'ai un lunch avec un pote le vendredi et j'ai rendez-vous au veto pour ma chienne le jeudi après. Voilà, donc vous savez tout, donc je ne serai pas là toute la journée. Tu m'as envoyé un DM, Marin. Oh là, tu sais LinkedIn, les DM, j'en ai beaucoup trop. Je le lirai, mais je saurai, je le lirai juste après. Sinon j'en ai trop, je regarde pas. L'autre jour, il y avait un post sur le no-code que j'avais trouvé intéressant. Du coup, j'avais liké et j'avais dit à la team, allez voir et tout, ça a l'air sympa comme un. Enfin, c'était un chouette post. Et en fait, derrière, il m'a démarché commercialement pour me vendre des trucs, des prestats PPC. J'étais dégoûtée. Ouais, Je merci lui ai LinkedIn. répondu, désolée, j'avais juste prévu en fait de soutenir un no-codeur, quoi. Je voulais pas me faire démarcher. Mais bon. Une grande majorité d'Allegria sera là, nice. Et je vois qu'il y a Datapix qui est là, oh là là. Yes. On a tout le monde. Est-ce que tu veux enchaîner avec la deuxième nouveauté, Joyce? Oula, Ouais. c'est beaucoup trop rapide, elle a enchaîné direct, j'étais pas prêt. Je partage mon écran en direct. Alors, la deuxième grosse nouveauté, c'est le Rich Text Input, donc, qui était très attendu. Et donc le Alors, je te principe du coupe Rich juste Text Input. avant. Est-ce que tu Ouais. mettrais pas ta fenêtre en plein écran et zoomer un petit En peu? plein écran, ouais, je peux te mettre carrément en plein écran, t'as raison. Voilà. Et... Je vais peut-être nous passer comme ça, nous. Hop là. Okay. Du coup, le Rich Text Input, bon, je vais vous montrer où le récupérer et tout ça, mais en gros, c'est ça, et ça permet à vos utilisateurs d'écrire un article, par exemple, ou d'écrire un message. Ça peut être, je sais pas, ça peut être dans un formulaire où vous leur demandez si par exemple vous travaillez avec
des copywriters qui vous écrivent un article, ils peuvent commencer à écrire leur article et ensuite ils peuvent vous l'envoyer comme ça. Donc ça peut être quelque chose, ça peut être, vous pouvez vous en servir pour faire des commentaires en dessous en dessous d'un article. Ça peut être, on a un template CRM qui arrive bientôt. Ça peut être typiquement s'il y a une opportunité commerciale. Enfin, voilà, permettre en gros aux utilisateurs de votre app d'écrire du rich text, que ce soit pas juste des paragraphes. Tu viens de me faire Et, penser que je n'ai pas mis le rich text dans le template CRM parce que je l'ai fait entre temps, mais je vais le rajouter de ce pas. Je me le note. J'ai Todoist ouvert à côté, vous voyez, en live, on se fait nos to-do. Et voilà, du coup, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc déjà, où le trouver. N'hésitez pas à me dire si je n'étais pas claire sur l'explication. Je sors d'un gros rhume la semaine dernière, donc je suis un petit peu à l'ouest quand même. Du coup, pour trouver le rich text input, donc c'est dans les éléments, c'est dans le menu add. Les éléments, vous avez donc le rich text qui est le display du rich text. Donc c'est quand vous avez un élément en rich text, le display. Mais nous, on veut l'input là, donc c'est celui-là. Et c'est celui-là qu'on a ici. Et vous voyez qu'il a les 4 petits carrés là. En fait, c'est parce que c'est un input. Ça permet à l'utilisateur de input quelque chose, d'ajouter quelque chose. Et du coup, vous pouvez s'en servir, comme je le disais, dans un formulaire. Et ici, dans la deuxième section, vous voyez que j'ai aussi un élément rich text. Mais là, pour le coup, c'est l'élément rich text, c'est le display. C'est juste la possibilité de voir le rich text. Donc, le rich text element, la façon dont il fonctionne, en gros, vous le drag and drop dans la page. Il ne vient pas dans un container. C'est moi qui ai rajouté le container, c'est moi qui ai rajouté le bouton. Donc, il vient tout seul. Et en fait, la façon dont il fonctionne, c'est là, dans les settings, vous pouvez lui mettre un placeholder un peu différent. Donc, si on voulait être en français, vous pouvez écrire ici. Et on peut activer ou désactiver les mentions, activer ou désactiver l'autofocus. Mettre en read-only, ça n'a pas trop d'intérêt ici parce que c'est... Si tu veux le désactiver, typiquement, je pense, si tu fais un formulaire complexe. Mais ouais, il n'y a pas forcément beaucoup de besoin. Les mentions, par contre, c'est assez intéressant. Pardon, je fais un point dessus. Montrer, Ça permet... Ah, bah tu vas le montrer. Bon, j'ai rien dit. Elle va le montrer. Voilà, je me tais. Je vais le montrer et juste, je joue pas avec les settings ici parce qu'en fait, tout à l'heure, par exemple, si je désactive les mentions et que je les réactive, ça va enlever la liste que j'ai préparée là et c'est un peu pénible. Voilà. Mais sachez que vous pouvez jouer avec les settings, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est un peu comme ici, par exemple, si vous tapez quelque chose, si vous faites une formule complexe, qu'ensuite vous passez en JavaScript et que vous repassez en formule, c'est vide, donc ça fait un peu perdre de temps, c'est quelque chose qu'il faut qu'on améliore. Et là, typiquement, c'est pareil, si je commence à taper du texte là et qu'ensuite je modifie là, ça va reset. Donc, en gros, là, je me mets en preview, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. En gros, vous pouvez taper ce que vous voulez, du texte. Donc ça, c'est en paragraphe. Vous pouvez le transformer en heading. H1, H3, voilà, vous faites ce que vous voulez. Il y a le bold. Ça, c'est assez standard, je pense que vous allez vous retrouver facilement. Vous pouvez mettre une petite... hop. Enfin, voilà, c'est assez intuitif. Vous avez les listes ordonnées, les bullet points, là. Hop. Vous avez la même chose en liste numérique. Si vous voulez rajouter un lien, vous pouvez. Donc, vous pouvez rajouter l'URL comme ça. Donc, en fait, il faut sélectionner le lien. On va le faire, hop. On va le faire comme ça. Hop. Voilà, ça fait le petit lien. Et pour l'enlever, du coup, c'est un peu pénible. Ah, mais là, je suis reparti comme ça. Je sais pas comment j'ai fait pour le fresh. Bon. Vous pouvez rajouter un code, display si vous voulez écrire du code, je sais pas. Hop. Vous pouvez le faire comme ça. Pour sortir de là, c'est flèche en bas. J'ai pas trouvé ça hyper intuitif, donc c'est peut-être quelque chose qu'on améliorera parce que quand vous faites enter, ça. Voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on améliorera au fur et à mesure, je pense. Une citation, vous pouvez la mettre. Pareil. Hop.
Ça se met comme ça. Là, pour le coup, c'est bien du Enter pour récupérer. Vous avez vous pouvez revenir en arrière, en avant. Et voilà. Et du coup, la mention, là, je l'ai déjà setup, mais en gros, je l'ai setup Quentin et moi. Et je peux mentionner Quentin et dire hop, on va faire type. N'oublie pas d'annoncer le live le lundi. Tu peux mettre ça en mention pour moi. Ah ouais. le truc passif-agressif, quoi. N'oublie pas. Non, on s'était Fais pas ton calé. job. Fais ton job. Non, on s'était pas calé là-dessus. D'annoncer le live, hop. Je m'occupe. Live du vendredi. Du vendredi. Est-ce que pour écrire des titres, on peut... Parce que j'ai pas encore essayé le rich text, on peut utiliser du markdown? Alors, on ne peut pas. J'ai testé comme ça. Oh. Ah bah si, on peut. Ah si. Tout à fait. Si, on peut. Ah mais c'est pas interprété tout de suite peut-être. Ouais, ok. Ouais, je sais pas, je pense que j'ai dû faire une bêtise tout à l'heure, donc ouais. Donc ce que disait Quentin, c'est là Ah, si. typiquement donc, en markdown, un dièse, donc un dièse espace, ça fera un heading 1, titre 1. Deux dièse espace, ça fera heading 2. Hop. Comme Notion. Et comme Notion, ouais, c'est vrai. Et je me demande si ça marche avec le lien. Je vais tester. Hop. Le lien, ouais. Et du coup, pour le bold et l'italique, normalement, tu peux faire aussi étoile, 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 Ah, ou ça. underscore, 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 je crois. Je sais pas si ça a marché pour le lien. Je serais étonnée. Ah bah si. Hein, Si. je dis n'importe quoi et voyez voir comment ça display. Ah non, ça display ça quand même. Ouais, non, ok. Je sais pas à quel point on a pris... Parce qu'il me semble que Ouais. c'est basé sur TipTap, qui est un très bon éditeur Vue. Et normalement, il gère le Markdown, mais il y a plusieurs versions du Markdown, parce que c'est pas un truc universel. Il y a la version GitHub, il y a la version... Ah il y a ouais, plein c'est de pas versions. universel. Ah, je pensais. Non, malheureusement. C'est censé, mais non. Ok. Et du coup, pour les tags, juste, enfin, comment là, il sait que Quentin existe. En gros, c'est ici, donc on active mention. Bon, là, en fait, on dit qu'on trigger la notif quand on fait l'arrobase. On pourrait choisir autre chose, ce serait un peu bizarre, mais on pourrait choisir autre chose. On peut permettre les espaces ou non. Et en fait, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut lui donner une liste lui donner une liste de personnes. Donc quand je dis une liste, c'est un array, c'est des... Voilà, c'est vraiment... En gros, c'est une liste d'objets. On serait même pas obligé d'avoir des objets. En vrai, je pense qu'on pourrait juste faire une liste avec nos noms. Non, on aurait besoin d'un objet de toute façon parce qu'en fait, ici, on est obligé de binder l'ID. Ouais, mais il faudrait que les noms ils soient uniques. Parce qu'en fait, ils doivent servir de l'ID pour voir, pour différencier les personnes, je pense. Ouais. Donc ouais. Et du coup, là, j'ai fait ça rapidement en ID, mais typiquement, enfin, probablement, vous utilisiez un UID. La liste des mentions, elle pourrait venir potentiellement d'une liste, enfin, d'une collection qui serait une liste d'utilisateurs. Quoique vous voudriez probablement pas la liste d'utilisateurs. Ouais, je sais pas. Vous pourriez faire une liste d'utilisateurs filtrée. Et puis ça, après, il faut renvoyer juste le nom et l'ID, comme ça, c'est secure. Mais j'ai fait ça dans le CRM pour quand on est admin, on le verra peut-être semaine pro. Quand on est admin, on a la liste de tous les users pour pouvoir les éditer. Et en vrai, j'ai une collection user. Et typiquement, moi, je l'aurais utilisé là aussi pour... quitte à la filtrer, tu vois. Parce que là, je me demande si je vois tous mes users. Ouais, je vois tous mes users. Mais je sais pas si... Est-ce que j'ai moyen... Alors, il faudrait que tu passes par... Oui, c'est Supabase. Normalement, Supabase, tu peux importer tous tes users si tu donnes accès à la table. Ouais, ils sont là. En collection. Ouais, mais il faut que tu le recrées en collection, je pense. Ah ouais, il faut que je le... Ok. Et dans ce cas-là, il faut... En fait, dans la façon dont ça fonctionne, notre Supabase, c'est que là, ces utilisateurs-là, ils sont dans le schéma auth. Donc, typiquement, ils sont pas accessibles dans WeWeb. La table user est dans le schéma auth. Donc, pour qu'il se soit accessible en collection dans WeWeb, pour que je puisse faire un read dessus, il faudrait que... Et c'est ce qu'il recommande, Supabase, c'est il faudrait que je crée une table profiles dans le schéma public. Et ensuite de faire des liens entre la table profiles public et la table users auth. Mais du coup, c'est là où je pourrais créer une collection dans le web. Voilà. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais d'ailleurs, il faudra qu'on fasse un live à un moment là-dessus. Ça sera intéressant sur la best practice
Yep. recommandé par Supabase. Ouais, ce que je voulais vous montrer là, c'est que ça, typiquement, je l'ai créé ici. En vrai, j'aurais pu créer une variable, donc une variable de type array en mode users. Hop, et là, j'aurais fait mon array d'objets avec D'ailleurs, l'ID et le. petit sondage, je n'ai pas d'outil de sondage, mais faisons-le dans les commentaires du chat. Qui comprend les arrays et les arrêts d'objets? Vous allez comprendre pourquoi on vous pose cette question. Mais Ouais. qui comprend ce qu'on est en train d'écrire là, ou pas? Est-ce que ça vous paraît flou? Et c'est complètement normal si ça vous paraît flou, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Oui, ouais, voilà, il n'y a pas de problème. Paraît que c'est flou. Flou? Ok. Du coup, en fait. Olivier, c'est flou? Ouais, Olivier nous fait du SQL en DB. Donc, je sais pas si c'est un troll ou si vraiment il trouve ça flou. Ouais. Non, il y a tout le monde qui comprend pas. Putain, je sais pas où j'ai passé mon. T'as perdu ton écran? J'ai perdu mon écran. Alors pourquoi je demande ça? Parce qu'on est en train de travailler sur... Il y a Flo d'ailleurs dans le chat. Oulala. On est en train de travailler sur un cours de programmation. Ah, Olivier, en JS, je suis light. Ah, ok, je savais pas. Bah, en vrai, les objets et les arrêts, Olivier, c'est commun à tous les langages de programme. Mais c'est intéressant justement d'avoir cette notion de ce que vous connaissez ou pas. On est en train de créer un cours de visual programming, donc de programmation visuelle, pour vous apprendre tous ces concepts. Parce qu'on pense que le no-code n'enlève pas la connaissance, le besoin d'un minimum de connaissances en code, mais après vous n'aurez pas besoin de coder, donc on comptait faire ça, un cours pour vous apprendre tous ces concepts qui sont réplicables à la fois dans WeWeb mais dans d'autres outils, typiquement Supabase, Xano, c'est les mêmes systèmes. C'est applicable à du Webflow, parce que Webflow c'est du HTML, du CSS, et l'idée c'est de vous donner un peu tous ces basiques pour que vous ayez juste de quoi comprendre, sans qu'on, pour autant, on va pas vous apprendre à faire du JavaScript, mais vous puissiez comprendre tous ces concepts. Ouais. Xavier, en Et français, en gros, le cours, en anglais, pour l'instant. À voir si on le porte en français et on le fera peut-être avec quelqu'un. Je vais pas m'avancer parce qu'on en parle à plusieurs personnes, mais on pourrait peut-être, pour le cours français, le faire avec des agences ou des... Je sais qu'à un moment on en avait parlé avec Alex pour contournement, mais je suis pas sûr que ça se fasse. Donc je préfère pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'on passera par quelqu'un pour le français. Et du coup, juste peut-être, enfin, ça peut valoir le coup qu'on en discute Ouais. juste rapidement. En gros, ces crochets-là, les crochets jaunes, ça vous indique une liste d'objets, enfin une liste. Donc c'est aussi ce qu'on appelle un array. Et la liste, typiquement, si vous êtes dans un Airtable, c'est votre table, quoi. Enfin, votre table, en fait, c'est une liste de lignes. Et après, entre crochets, enfin les curly braces, là, les crochets roses, ça c'est un objet, et typiquement dans Airtable, c'est votre ligne. Et en fait, le ID, ce serait votre colonne, et ça, ce serait la valeur dans votre colonne. Date, ce serait une autre colonne avec une autre valeur, et voilà. Et donc ça, en fait, c'est des objets. Et c'est des objets dans une liste. Donc si vous réfléchissez en termes de Airtable ou de table, c'est des lignes dans une table, et les colonnes, c'est ce qu'il y a entre guillemets ici. Et D'ailleurs, en fait, c'est... Ouais, vas-y. je disais juste si vous voulez un parallèle, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes, je trouvais ça intéressant paradoxalement, qui s'en sortent très bien dans Make, Integromat, et qui comprennent pas ça, mais quand vous passez des infos d'une action A à une action B, vous récupérez des données d'API, vous utilisez des objets ou des arrêts d'objets. Quand vous faites une loupe, vous faites toujours une loupe sur un array, sur une liste. Quand vous dites je veux récupérer la valeur X qui vient de mon API, la clé X qui donne la valeur Y, ben en fait vous êtes dans un objet. Donc typiquement c'est des trucs qui vous resserviront tout le temps. Et moi je trouve ça intéressant, enfin je vous encourage à vous intéresser un peu à ces modèles mentaux de tout ce qui est donné en programmation. Ouais, parce qu'en fait, c'est la façon dont la donnée est structurée et la façon dont les ordinateurs, dont les navigateurs, enfin, arrivent à communiquer les bases de données, tu vois? C'est la façon dont typiquement, votre navigateur est capable d'aller demander de poser une question à un serveur, et le serveur est capable de vous renvoyer une réponse dans cette structure, quoi. Ils parlent tous cette même langue. Donc même si que ce soit du JavaScript, du Python, enfin, en fait, c'est la même...
là, au final, enfin, c'est des choses que tous les langages ont en commun et qu'ils peuvent comprendre entre eux. Je sais pas si c'est hyper clair, ça se trouve, je vous envoyer qu'autre chose. Mais du coup, si on vient ici, dans ma liste, là, en fait, je vais le faire comme ça. Et d'ailleurs, je vais d'abord le faire dans Visual Studio Code parce que ce sera plus facile. Donc là, typiquement, en fait, moi, je veux dire, ok, c'est l'ID 1, on va dire que moi, c'est mon ID 1. Mais en vrai, ça pourrait être... mon ID, ça pourrait être 987, on s'en fiche. Et mon nom, c'est... Hop. Là, je vais le préférer. Voilà. Mon nom, c'est Joyce. J'ai enlevé ça parce qu'on n'en a pas besoin ici. Là, j'enlève la virgule, c'est une question de syntaxe, mais c'est pas la peine de s'y intéresser pour l'instant. Et là, on va dire que Quentin, il a l'ID 435. C'est Quentin. Et hop. Et du coup, là, on a... Faut que tu mettes nom en clé, au lieu de date. Ah oui, pardon. Bon, là, voilà. Et en fait, du coup, là, j'ai une liste d'utilisateurs que je vais pouvoir mentionner dans mon Rich Text Input. Le Rich Text Input a besoin d'un ID et d'un label. Et moi, mes ID et mes labels, ce sera ça, ID et nom. Donc, une fois que j'ai ça, je peux copier. Et je vous invite à le faire, par exemple, dans un éditeur de texte qui vous permet comme ça de bien visualiser avec des couleurs, de bien voir que vous n'avez pas fait d'erreur de syntaxe. Ensuite, je copie ça et en fait, je vais le coller là-dedans. Et donc ça, c'est un array parce que, vous vous souvenez, j'ai des crochets jaunes. Donc à partir du moment, si je sauvegarde ça, hop, je vois ici que j'ai 2. Donc ça, le 0, c'est une ligne dans votre Airtable, le 1, c'est une autre ligne dans votre Airtable. Et ici, du coup, si je mentionne, si au lieu de faire ce truc un peu barbare, je bind plutôt à ma variable users, qui est là, hop. Là, il faut que j'aille binder au nom pour qu'il soit content. Et là, du coup, je vais pouvoir... Il me propose Joyce et Quentin, donc il ne me propose plus Joyce et Q parce que j'ai changé la liste et voilà, je peux de nouveau taguer Quentin. Alors, on a une question qui nous dit entre collection et array. Alors, c'est une bonne question. Une collection, ça peut être un array ou un objet. Le plus souvent, c'est un array d'objets, donc une liste d'objets. Parce qu'en fait, une collection, c'est juste la réponse d'une API que nous, on va stocker pour que tu puisses construire par-dessus et qu'on va aller requêter quand on a besoin ou au page view, typiquement. Mais en vrai, une collection en soi, c'est pas différent de j'appelle via API un backend, donc ça peut être Airtable, Supabase, ce que vous voulez, Xano. Et nous, WeWeb, va stocker le résultat dans le navigateur juste pour te permettre de construire par-dessus. Mais tu pourrais très bien le faire juste avec un workflow. Donc en soi, hein, la collection, ça a la forme des données de ce que tu utilises. Donc si c'est Airtable, c'est un array d'objets. Si c'est Supabase, c'est souvent un array d'objets. Xano, pareil. Sauf si ton API te renvoie uniquement un élément, des fois tu peux avoir seulement un objet. Ouais, donc ça dépend. C'est un appel d'API en soi. Je suis en train de chercher un projet où j'aurais ça. Parce que... Ouais, en fait, typiquement dans Xano, par exemple, Xano, quand il renvoie les données, si vous ne mettez pas de... Je vais essayer de le montrer. Alors, comme Flo le dit, une collection peut avoir des métadonnées comme une pagination. En soi, oui, une réponse d'API aussi peut avoir des métadonnées, mais oui. Ouais. En gros, c'est une réponse d'API que tu veux stocker pour construire par-dessus dans l'éditeur. Et ouais, je vais avoir du mal à le montrer là comme ça, en fait. Mais c'est... Vous verrez qu'en... Ouais, on vous le montrera peut-être la prochaine fois parce que j'ai pas d'exemple là tout près. Mais typiquement dans Xano, si vous utilisez la data source REST API au lieu de l'intégration native de Xano, vous verrez que quand vous récupérez, quand Xano vous renvoie la donnée, elle vous renvoie un objet. Et dans cet objet, il y a un objet qui s'appelle results. Et en fait, si dans votre appel API, vous pouvez demander à récupérer seulement les results. Donc, à pas récupérer tout ce qui va autour de results. Et quand vous récupérez juste le results, là, c'est un array. C'est juste une liste. Si t'as ça, je dois avoir ça. Bah, tu sais quoi, on va regarder le CRM. Alors, par contre, je vais me login parce que j'ai mis une protection et que je puisse me login pour récupérer ma donnée.
j'en profite pour répondre à Olivier qui dit ce qu'il trouve bizarre, c'est que quelquefois on sélectionne directement la collection et quelquefois on sélectionne collection data. En fait, tu peux toujours sélectionner uniquement la collection. Je crois qu'il y a une exception avec la pagination, mais la pagination, il me semble que tu sélectionnes collection. Mais en fait, c'est si tu as besoin des métadonnées, comme Flo le disait, tu as besoin de sélectionner collection et pas collection data. Donc pour la pagination, tu as besoin de sélectionner collection parce que tu as besoin des métadatas qui te disent où t'en es dans ta collection, sur quelle page t'es en fait. Et moi, souvent, j'aime bien sélectionner collection data quand j'ai pas besoin de la pagination parce que je trouve ça plus propre, parce que j'ai pas toutes les métadonnées justement qui m'embrouillent, j'ai juste ma liste d'éléments que je veux, quoi. Mais ça, c'est un goût personnel. En gros, tu as des composants qui attendent une liste, donc un arrêt. Il faut leur donner collection.data parce que collection.data, c'est la liste de ta donnée. Si tu commences par collection, en fait, tu as un onglet data. Enfin, tu as une clé data qui est un arrêt parce que vous pouvez. Ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on montrera dans le cours parce qu'en gros, vous pouvez mettre des arrêts dans des objets, dans des arrêts dans des objets. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et dedans, vous avez une clé avec la liste data de tous vos objets. Mais par-dessus, nous, on va rajouter, ou même votre API peut le faire, ce qu'on appelle des métadonnées qui vous permettent de gérer la pagination, de savoir s'il y a une erreur, ce genre de choses. Et en fait, si un élément attend une liste et que vous lui donnez l'objet par-dessus, il va dire « Mais attends, j'ai plusieurs clés, je comprends pas ce que tu es en train de me donner. » Alors que si vous prenez collection.data, il prend juste la liste de la donnée et il se dit « Ok, j'ai compris. » Typiquement, un data grid ou un Kanban, il va prendre uniquement la liste de ces objets. Pour une collection, donc typiquement, là j'ai une collection qui est une liste d'entreprises et vous pouvez voir que c'est juste un arrêt d'objets. Donc, j'ai une liste avec l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2 et dedans j'ai mes clés. Hop, je vais vous mettre juste mon petit curseur qu'on voit mieux. Donc ici, j'ai mon created at, le nom c'est Microsoft, le domain. Et en fait, ça c'est exactement comme avoir une base Airtable ou une base SQL. D'ailleurs, c'est une base SQL avec une collection name, une collection domain, logo. Et en fait, le 0 c'est ma ligne 0. Le 1 c'est ma ligne 1, le 2 c'est ma ligne 2 et ainsi de suite. Et là, je retourne uniquement les valeurs de ma base de données. Mais si typiquement j'avais mis une pagination dans Xano, en fait, ici j'aurais une liste dans data ou dans Results, et au-dessus j'aurai par exemple page 1 et next page et ce genre de choses. Et ça c'est la métadonnée qui sert pour d'autres API. Il n'y a pas que WeWeb à dire si tu veux la donnée suivante, il faut que tu ailles sur la prochaine page, et ainsi de suite. Et la donnée que tu cherches, elle est dans une clé spécifique qui s'appelle data ou result. Ça dépend des API. Mais vous voyez, ouais, c'est juste un arrêt classique ça, avec des objets. Est-ce que j'en ai une avec de la metadata? Je suis pas sûr. J'essaie de regarder. Je crois C'est pas. sûr que j'en ai une, mais il faut que... Je vais essayer de la retrouver quand tu présenteras... Je sais plus ce que tu présentes après. J'essaie de la retrouver pour la prochaine fois. Sinon, je vais vous retrouver ça rapidement et je vous le mettrai dans le channel Slack. Puisque la différence, c'est hyper intéressant. Attends, parce qu'on a eu pas mal de questions depuis. Ah oui, pardon. Il y a Aslak qui nous dit Hello, je connais WeWeb depuis quelques mois. Je voulais savoir où est le projet par rapport à Webflow. La dernière fois que j'y suis allé, le site était disponible en bêta, il me semble, quand il est aujourd'hui. Alors écoute, on n'est plus en bêta depuis très longtemps. Tu as dû venir il y a très longtemps. Qu'en est-il par rapport à Webflow? Bah écoute, on fait pas exactement la même chose que Webflow. Webflow, c'est fait pour faire des sites web. Nous, c'est plutôt pour faire des sites statiques. Et comme tout le monde Joyce, on a écrit une page sur pourquoi utiliser WeWeb versus Webflow. Ce qui est sûr, c'est qu'on est une boîte plus jeune et plus petite que Webflow. Mais globalement, le produit est stable maintenant. Enfin, nous, on estime qu'il l'est. Et on t'invite à aller faire un tour. Mais ouais, la grosse différence, c'est que tu fais des applications qui sont réactives avec de la donnée complexe et avec un back-end qui est séparé, donc typiquement une base de données séparée. Quand un Webflow, c'est pour faire des sites web et tout est intégré dans l'outil. Et un site web, c'est plus des données statiques pour faire des blogs, des sites vitrines, ce genre de choses. Ouais, et d'ailleurs, je vais en profiter pour partager aussi la page. On a écrit un petit article sur la différence entre Webflow et Bubble. Parce que c'est vrai que Webflow, par exemple, a rajouté... maintenant, il y a
je crois que c'est FinSuite qui a racheté Wise et du coup, on peut faire quand même des petites apps avec Webflow, mais par rapport à un Bubble, ça reste beaucoup moins puissant, et moins sécurisé. Du coup, voilà, je pense que ça peut être un article qui vous a en fait, clairement, Webflow, c'est des sites web, Bubble et WeWeb, c'est des applications web et après la différence entre un Bubble et un WeWeb, c'est que Bubble, c'est quand on veut, tout construire au même endroit, y compris avoir sa donnée au même endroit et WeWeb, enfin, nous, on pense que ça scale mieux qu'un Bubble quand on utilise, des données externes, quoi. Enfin, c'est fait pour, quoi. Nous, c'est un outil qui a été construit pour, alors que Bubble a une vision plus monolithique, tout comme Webflow, comme le disait Quentin. Yes. Ça, après, ça reste des Tu... débats de développement web, hein. Enfin, Bubble, c'est très très bien aussi, hein. Je veux dire, c'est pas une critique du tout. Est-ce que tu veux continuer sur le rich text? Je voulais juste Ou c'est montrer bon? rapidement sur le rich text, ouais. En fait, donc là, j'ai mis le rich text display, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ok, bah, en fait, avec le rich text input, on a une variable qui s'appelle rich text value, qui par défaut, c'est juste un paragraphe vide. Donc ça, c'est de l'HTML. Donc c'est juste, c'est un paragraphe vide. Du coup, moi, sur mon display du rich text, ce que je dis, c'est que bah, si la valeur du rich text, c'est le paragraphe vide, je vais écrire un placeholder. Donc, par exemple, écrivez texte dessus pour visualiser. Et donc là, comme j'ai rien ici, comme j'ai rien dans mon input, il me montre ça. Et en revanche, si la valeur du rich text input est différente d'un paragraphe vide, dans ce cas-là, je vais vouloir display la valeur du rich text input, quoi. Et du coup, c'est dès lors que si je tape quelque chose ici, bah, ça le display ici. Et si vous faites un workflow, vous pouvez très bien l'envoyer en une base de données et le stocker Voilà. et le recharger dans votre champ rich text pour Voilà. typiquement laisser vos utilisateurs, typiquement quand ils vont écrire des commentaires, vous le stockez dans la base de données et si quelqu'un revient, vous reprenez de la base de données et ça vous permet de stocker du rich text tout simplement. Et typiquement, c'est pour ça que j'ai rajouté le bouton avec un workflow. J'ai pas setup le workflow, mais en gros, ce sera un workflow on-click. Une fois que vous êtes prêt, ça va update votre. Ça peut créer un record ou l'update dans votre base de données, comme le disait Quentin. Et je vois la question d'Olivier qui dit pour en revenir sur les mentions, on peut faire un workflow par exemple avec ceux qui sont mentionnés, ou c'est juste pour faciliter la saisie. Non, tu pourrais faire un workflow et typiquement, enfin, je l'ai pas prévu. C'est vrai que ça pourrait être cool qu'on montre ça. Là, j'ai pas d'idée de comment on le ferait, mais en fait, typiquement, par exemple, avec le real time de Supabase, quelque chose que tu pourrais faire, c'est dès lors que tu mentionnes quelqu'un et que tu soumets le formulaire, ça pourrait créer une notification pour la personne qui a été mentionnée. Je me le note pour les futurs lives. Parce qu'à mon avis, ça peut être bien cool. Autre question. Merci pour l'explication. Et en termes de front-end, Webflow reste au-dessus, car Bubble, c'est vraiment pas optimisé, je trouve. Qu'en est-il de WeWeb là-dessus? Bah écoute, on est comme Webflow, on suit les standards du web, HTML, CSS, donc tu peux tout customiser, sans exception. On n'est peut-être pas au niveau animation, mais on commence à rattraper notre retard. Mais sinon, pour tout ce qui est customisation, nous, c'est notre différence par rapport justement, si on va dans les outils de web app, vous avez aussi les softwares, les stackers, les retools. Eux, ils ont des templates très standardisés. Nous, tu peux vraiment changer tout le front là. Donc tu peux faire une appli, si tu as envie de recréer le design de Airbnb, tu peux le faire. Donc on ressemble beaucoup plus à Webflow là-dessus. Il y a certaines personnes qui nous avaient résumé comme le Webflow des web apps, même si c'est un peu simpliste, mais c'est un peu ça. Tu peux vraiment customiser ton design comme tu le souhaites. Yes. Du coup, je pense qu'on est bon pour le rich text. Et si c'est OK pour vous, j'enchaînerai bien sur les graphes parce qu'en plus, du coup, ça va nous permettre un peu de revoir Je te ce dont coupe. on Est-ce que tu peux parlait. remettre en plein écran encore? Parce que sinon, Ah ouais, on pardon. perd une partie. Ouais, t'as raison. Yes. Thanks. Et ouais, et du coup, ça va nous permettre aussi donc, pour avoir accès aux charts, aux graphes, donc ça, c'est un donut et c'est nouveau. C'est pour ça que j'en profite pour vous le présenter. Mais globalement aussi, il
faut qu'on réécrive un article de doc sur les graphes parce on l'explique pas très bien pour l'instant. Donc j'en profite pour vous expliquer même tous les graphes. Alors déjà, pour avoir accès aux graphes, il faut que vous alliez dans Plugin, Extensions, et que vous ajoutiez les charts. Et ensuite, il y a, enfin voilà, une fois que vous avez ajouté le chart, le plugin, vous arriverez là et vous ajouterez les charts components. Et en fait, à partir du moment où vous ajoutez les charts components, dans ce menu Add, vous avez ici, en fait, c'est tous les éléments qui sont liés à un plugin. Donc là, j'ai mes éléments Stripe parce que j'ai le plugin Stripe. Et maintenant, j'ai aussi mes éléments charts parce que j'ai rajouté le plugin, l'extension charts. Donc vous voyez, vous avez 5 types de charts différents. Moi, j'ai rajouté donc le pie chart que j'ai rajouté là directement. Et en fait, le pie chart, la façon dont il fonctionne, c'est comme tout à l'heure, le rich text, enfin les mentions du rich text attendent une liste d'objets. Bah, le graphe, c'est pareil. Il attend une liste d'objets. Donc là, vous voyez que c'est une liste. Enfin, les 0, 1, 2, 3, 4, c'est vos linear tables, si vous vous souvenez. Et après, vous avez des objets à l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur, je vais vous montrer. C'est pour ça que j'avais enlevé le plein écran, mais je vais vous montrer juste 2 secondes ici. Hop. En fait, ici, c'est vos objets. Donc, dans les objets, là, j'ai simplifié l'objet pour que ce soit plus lisible. On a plus d'infos, mais c'est un projet client où je ne vous montrerai pas les infos qu'il y a en plus. Mais du coup, en gros, moi, dans mon graphe, je vais avoir besoin de savoir, là, c'est la date d'un rendez-vous. Et en fait, il y a un code associé à chaque rendez-vous pour ce client-là. Je l'ai un petit peu transformé, où du coup, j'ai fait une variable différente avec des sports, bref, ça on s'en fiche un peu. Mais du coup, j'ai créé une variable qui s'appelle events et qui est un array. Et donc en gros, j'ai copié-collé tout ce qu'il y avait dans ce que je vous ai montré dans Visual Studio Code. Je me remets en plein écran. Donc j'ai copié-collé tout ça. Donc encore une fois, c'est une liste, c'est un array avec des objets. Et donc dans les objets, un des champs que j'ai, une des colonnes que j'ai dans mon Airtable, s'appelle codage. Et voilà, donc c'est des lettres. Et ça me permet ensuite, en gros, de dire, d'avoir un pie chart, un donut chart qui me dit le type de rendez-vous. Voilà. Là, il y a eu 22 rendez-vous de type C. Là, il y a eu 26 rendez-vous de type A. Là, il y a eu 37 rendez-vous de type B. Voilà. Et pour les couleurs, en gros, ça c'est Maël. Pardon, Marin qui demande quand est-ce que cet update sera dispo. Là, on est en prod, c'est déjà dispo. On est en prod, c'est dispo. Souvent, en fait, ce qui se passe dans les lives quand on vous présente les nouveautés, c'est ce qu'on a mis en prod fin de la semaine suivante. Genre typiquement le jeudi. C'est pas toujours le jeudi, hein, mais donc du coup, tout ce qu'on vous présente là, vous pouvez faire joujou avec. C'est déjà en prod. Et du coup, là, les couleurs, par exemple, en fait, on a des couleurs par défaut avec les charts qui sont assez similaires. Donc, vous pouvez les changer comme ça si vous voulez. Une idée que Maël a eue, un de nos collègues, c'est d'avoir une variable. Et encore une fois, là, cette variable, par exemple, c'est juste une liste, c'est juste un array. Donc, c'est pas un array d'objets. Donc, à l'intérieur, encore une fois, 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est votre liste Airtable. Et dans votre table Airtable, en fait, vous avez juste une colonne et vous avez juste à chaque fois ces valeurs-là. Et voilà. Et ça, c'est des codes hexadécimaux qui disent au navigateur quelle couleur vous montrer. Voilà. Et du coup, aussi pour le style, donc c'est ici que vous pouvez switcher entre pie et donut. Donc la différence avec le donut, c'est comme le bon vieux Homer des Simpsons, il y a un petit trou au milieu. Vous pouvez rajouter la légende. Et voilà, vous pouvez la cacher si vous voulez la styliser différemment, en gros. Vous pouvez la bouger. Enfin, voilà.
Et ouais, et du coup, dans la même veine un peu que là où on offre, en termes de design, on est comme Webflow où vous pouvez tout customiser, c'est pareil avec, nos plugins. Donc là, on était en guided mode. Donc en gros, c'est le mode no-code qui vous permet d'utiliser, la librairie Chart.js en no-code et c'est quand même bien stylé parce que moi, pour le coup, comme toi, Olivier, je suis pas hyper avancée en JS. Du coup, moi, ça m'arrange bien qu'il y ait une version no-code. Et en revanche, si vous avez besoin d'aller hyper loin, vous pouvez y aller en mode advanced. Et là, en gros, faut lire la doc de Chart.js, quoi. Donc, quand vous installez le plugin, vous avez des infos, mais globalement, faut aller lire la doc. Et moi, j'y comprends pas grand-chose. Donc, voilà. Si vous avez besoin, sachez que c'est possible. Vous pouvez aller hyper loin et utiliser la librairie en JS, quoi. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais montrer sur ces deux éléments-là. Quentin, qu'est-ce que tu en penses? Je peux montrer le crop image Ouais, vas-y. rapidement. C'est assez facile. Je mets là. En plus, j'ai préparé une trop belle image. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est donc dans les éléments, hop, je drag and drop une image. Hop, faudrait que je la drag and drop. Là, j'ai essayé de la drag and dropper en dessous de la section, donc c'était pas possible. Donc voilà, maintenant quand vous rajoutez une image, vous pouvez. Alors c'est ici pour rajouter l'image. J'ai ajouté mon image. Voilà, elle est trop belle mon image, je trouve. Il y a un peu de love pour No Code France et puis pour ma chienne. Et pour vous, bien sûr. Et je suis beaucoup trop fière de cette image. J'ai fait ça ce matin. C'est débile. Du coup, en fait, je me dis, bon, bah, ok, elle est cool cette image, mais elle fait pas très pro, donc il faut que je resize. Et bon, voilà, je peux le faire comme ça. Donc je pourrais, par exemple, mettons, si je resize comme ça, je vais vous le faire une première fois. Hop, j'upload. Et du coup, ça m'upload que ça. Ça m'upload pas ma chienne et le logo de No Code France. Et ensuite, je peux me dire, ah bah zut, j'ai oublié d'enlever des cœurs, quoi. C'est un peu abusé. Donc je peux de nouveau resize. Hop. Je peux pas resize au-dessus. Parce que il stocke que l'image qui est croppée normalement. Ouais, mais je peux resize. Alors attends. Hop. Ah, là. Normalement, je peux de nouveau resize. Ah voilà, c'est parce que j'arrivais pas à la faire voilà. comme ça. Ouais, ok. Ah. Du coup, hop, je size comme ça. Ça me fait une copie et c'est beaucoup plus pro. Il y a un truc qui est cool aussi, c'est que maintenant il y a une alerte quand l'image est très lourde. Bon, c'est supérieur à 3 mégas, donc c'est déjà énorme. Mais pour rappel, parce que souvent, pareil, il y a des gens qui disent c'est bizarre, mon site est lent, est-ce que c'est. Alors c'est WeWeb, mais ça peut être pareil sur Bubble, Webflow, whatever. C'est les images souvent qui sont très lourdes. Les images, ça pèse lourd. Donc c'est pour ça que nous, on vous encourage à mettre des images qui sont assez petites et à les resize. Parce que si vous mettez des images énormes, il faut que l'utilisateur, son navigateur charge toutes les images. Et si elles sont très lourdes, ça va être très lent. Donc typiquement, et c'est mauvais pour le SEO. Donc typiquement, essayez de mettre des petites images et de les compresser. Et où est-ce qu'on peut le voir ça dans le... On peut le voir ici, là. C'est Bah là, tu vois tout ce qui est chargé. Et si tu fais image, IMG, au-dessus, parce que là, tu n'as que les appels API. Voilà, tu as toutes les images qui sont chargées. Tu peux voir le temps et combien ça pèse. Et typiquement, si vous avez des images énormes, ça peut prendre jusqu'à une demi-seconde, une seconde, mais fois le nombre d'images, c'est très long. Donc ouais. Et il me semble qu'on a... Je suis en train de me dire, il y a un projet qui est assez cool, là, le nom m'échappe. Ah bah voilà, si, je vais vous le montrer. Ça, c'est un projet client qui est très stylé, mais qui pour le coup load beaucoup d'images. Et voilà, du coup vous voyez là tout ce qui... Quelquefois ça peut prendre un peu de temps parce que hop, il va chercher plein d'infos dans son back-end et il load plein de choses. Mais c'est quand même très joli. Voilà.
Alors, il nous reste 10 minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer encore? Toc, 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 toc. Merci Xavier, j'ai mis beaucoup Alors, de cœur. on a la nouvelle fonction de comparaison compare que je n'ai pas encore utilisée. Mais je vais voir la doc à quoi elle ressemble. Et je vais faire joujou. Déjà, on peut... J'en profite pendant que c'est dans les arrays, j'imagine. Compare. Ouais. Donc déjà, c'est... Ah, no documentation pour l'instant. Bon chance. Bah Parce que ce que je voulais vous montrer, c'est que dans les formules de no code, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous hover sur les formules, vous avez... Alors, en dark mode, je suis en train de me rendre compte que c'est pas ouf. Il y a toujours Flo dans le chat. Flo va nous expliquer la fonction. Et on va devoir écrire, on va écrire la doc cet après-midi. Voilà. Mais du coup, ouais, vous avez une bonne... une fonction que j'aime bien, moi, le filter by key. Donc, vous avez l'explication quand vous hover, vous avez un tooltip qui vous explique comment ça marche. Donc, typiquement, le filter by key attend une liste, et dans cette liste, elle va aller chercher toutes les clés. Et après, elle attend une liste d'objets, pardon. Et après, dans les objets, elle va chercher la clé. Donc, tout à l'heure, par exemple, c'était pour les mentions, c'était ID et nom. Et ensuite, elle va aller chercher, si vous rajoutez une valeur, donc si par exemple, on pourrait dire array, notre liste avec Quentin et moi, la key, ce serait nom, et la valeur, ce serait Quentin, et du coup, ça retournerait que Quentin. En vrai, je peux le faire comme ça. Un use case, c'est typiquement, vous avez une table Airtable, il y a une colonne qui est un oui-non, par exemple, où vous voulez savoir si vos utilisateurs, qui sont les admins uniquement, vous filtrez sur le rôle, par exemple, et uniquement sur la valeur admin, et vous aurez que les admins. Alors oui, Flo compare array1, array2, mais ça donne quoi? Est-ce que les compares, ils sont avec des objets dedans? Ou est-ce que c'est juste des arrays Ah, il y a Dams qui est là, alors. Ok. Ah, c'est pour voir si un array, j'imagine, est dans un autre array, sans tenir en compte l'ordre. Donc typiquement, compare 1, 2, 1, 2, c'est la même chose. Bref, non, on écrira la doc, parce qu'il y a tellement d'edge cases là, ça suffira pas. On le remontrera dans un autre live, parce que... Et avec un use case, ce sera mieux. Ouais, parce que sinon, on va vous faire un truc abstrait qui n'a pas vraiment de sens. Ouais, et puis 1, 2, ça parle à personne, on va peut-être faire des exemples avec des vraies listes qui vont vous parler. Mais sinon, je crois qu'on est bon pour aujourd'hui, non? Yes, je regarde ce que tu avais mis dans Web, export projet, une fonction. Ah, l'appel d'un workflow à partir d'une action JS. Tu peux peut-être le montrer. Il y a l'ajout de query, base URL et domaine dans la propriété browser qui est sympa aussi. Alors. Du coup, c'est juste dans les bindings. Je vous montre ça rapidement. En fait, dans browser, c'est une variable que vous avez tout le temps, à laquelle vous avez accès. En fait, c'est le contexte de la page. Et du coup, on a rajouté base URL, il me semble qu'on l'avait déjà rajouté. Mais ça, typiquement, ça vous permet de faire des conditions. Donc là, par exemple, on est dans l'éditeur, vous le voyez là. Mais si on était sur le site live, enfin, là, ça vous permet en gros de faire une formule où vous pourriez dire, si on est dans l'éditeur, utilise l'appel test de ma base de données test. Si on est en preview, pareil, mais si la base URL est ma base de prod, quand il y a un workflow, je vais aller taper dans la prod. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Il y a les queries aussi, donc ça, je crois que ce sera si vous avez des query strings dans votre URL, elles seront ici, donc vous pourrez vous en servir. Et l'environnement aussi est là, pardon. Donc il y a des éditeurs, preview, et je pense que c'est production, l'autre. Mais voilà, du coup, ça, query, base URL et domaine de la propriété. Ah, le domaine là, ouais. Et voilà. Tu veux montrer les... Je sais pas si c'est clair. Je t'avoue que je connais pas la syntaxe.
Je sais que maintenant, les workflows globaux, ils ont un ID qu'on peut l'utiliser en JavaScript si jamais il y a des besoins de Ok, faire des choses bon, très custom, mais je connais pas la fonction pour les lancer. Pareil, on le montrera on la fera prochaine fois ça, on avec un montrera use ça la case, prochaine fois. Et pareil parce qu'on peut déjà pour les exécuter des URL. workflows. Ouais, Ouais. on vous montrera un peu use case. Bah du coup, on est bon, je crois. Et puis la Yes. prochaine fois, on aura le template CRM qui sera enfin fini, parce que j'ai fait joujou tout à l'heure avec. Il est à 99% fini. Je suis en train de débugger les derniers trucs. Je vais peut-être rajouter du rich text du coup pour les commentaires. Ce sera un bon exemple. Yes. Puis ça me prendra pas beaucoup de temps. Là, je suis en train d'écrire la doc et l'idée c'est de... je vais vous teaser un peu, vous savez quoi. Parce qu'il est en prod, en vrai, vous pouvez aller jouer dessus. C'est juste qu'il n'est pas encore dispo dans WeWeb. Hop là. Cette magnifique app ici de CRM. Alors attendez, parce qu'elle est sur un domaine. Je vais vous l'envoyer. CRM template. Hop. Salut Olivier. Bon SQL. Ok. Alors, quand vous arrivez, ça se passe comment? Vous êtes sur un écran de login, parce qu'il faut vous login. Vous pouvez vous créer un compte. Donc vous pourrez le faire, hein, ça fonctionne. Donc vous mettez un nom, une image de profil, un email, un mot de passe. Et une fois que c'est fait, vous allez arriver... Alors attendez, je vais me login pour vous montrer ça. Hop. Vous allez arriver sur un écran qui a un Kanban avec tout simplement des faux deals. Donc comme si vous étiez dans un CRM, vous étiez en train de vendre, d'essayer de vendre à d'autres entreprises. Normalement, si vous connaissez HubSpot ou Salesforce, vous arrivez sur ce genre d'écran et vous vous dites bah, mon deal, est-ce qu'il est en cours, est-ce que je viens de le closer ou pas. Et donc ça, c'est complètement interactif et ça reste sauvegardé. Hein. Donc si vous rechargez la page, ça reste en mémoire parce que derrière, il y a une base de données Xano. On va aussi faire la doc sur comment recréer cette base, mais du coup qui fonctionne parfaitement. Vous pouvez filtrer par entreprise, vous pouvez filtrer par contact, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez ajouter un deal, et ainsi de suite. Vous pouvez cliquer sur votre deal. Là, vous avez vos notes, donc typiquement, c'est là que je vais mettre du rich text, parce que pour l'instant, c'est juste des notes texte classiques. Et tous ces deals sont eux-mêmes liés à des contacts que vous pouvez éditer. Donc des contacts, c'est une personne dans une entreprise, sachant que oui, ce sont tous des faux contacts. Hein. N'essayez pas d'aller leur envoyer des emails. Ça n'existe pas. Enfin, ils n'existent pas. Qui sont reliés à des entreprises. Pareil, vous pouvez éditer. Et il y a une gestion aussi des utilisateurs. Alors là, je peux pas parce que je suis pas admin, mais ça, je vous montrerai. Vous pouvez pas l'utiliser dans l'app produite, mais dans le template, vous pourrez. Et l'idée, c'est quand vous êtes admin, vous pouvez éditer les autres utilisateurs de votre app. Dans l'idée, en fait, c'est un CRM qui est commun à une entreprise et que vous avez des utilisateurs, typiquement vos sales ou je sais pas, des marketing, qui vont rentrer de la donnée, mais vous, en tant qu'admin, vous voulez pouvoir éditer aussi leur profil. Et donc du coup, cette app fonctionne parfaitement. D'ailleurs, si on est même allé jusqu'à faire le forgot password, donc si vous oubliez votre mot de passe, vous allez recevoir un email avec votre nouveau mot de passe, enfin un lien pour recréer un nouveau mot de passe. Et du coup, c'est un CRM qui fonctionne complètement et on va vous en faire un... Je suis en train d'écrire la doc pour que vous puissiez le refaire dans WeWeb et on va vous en faire de toute façon un template. Voilà, donc avec, vous voyez, niveau design, un design assez unique. C'est avec l'authentication Xano, Xavier, ouais. Parce que j'ai tout mis dans Xano. On peut le voir ici, vite fait. J'ai mes collections Xano. J'ai mon API Management Center, donc avec tous mes appels API. Mes collections qui viennent de Xano. Et mes utilisateurs qui sont dans Xano. Il y a l'authent qui est... ici. Voilà. Et dans l'idée, l'app, elle est utilisable. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous créez un utilisateur, on va vous créer de la fausse donnée sur notre instance Xano. Mais ça va être, on supprime cette donnée toutes les semaines. Mais quand vous allez copier le template, on va vous expliquer comment refaire la base Xano. Après, c'est pas une base très complexe, hein, c'est juste une base d'entreprise qui est reliée à des contacts et des deals, et aussi reliée à votre utilisateur. Donc c'est juste 4 tables qui sont reliées entre elles. Normalement, c'est pas très complexe. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu un exemple d'app qui fonctionne, et vous pouvez tout de suite aller faire joujou avec et vous créer un compte et vous amuser sur le CRM. Voilà, et là, recherche fonctionne normalement aussi. Voilà.
Euh, Question bête, mais je vais quand même. Dans question. quel cas vous conseillez d'aller sur l'autante WeWeb? Alors, en vrai, c'est vraiment quand tu vas aller vite sur des use cases simples. Pour l'instant, autant WeWeb, faire attention à ce que je dis parce qu'il y a Dame et Flo dans le chat. Moi, je l'utilise très peu parce que je trouve que c'est assez dur de la relier vers une base de données externe. Il faudrait qu'on trouve un moyen de vous laisser rentrer des champs custom. Parce qu'en fait, nous, elle est basée sur Amazon. Et Amazon ne nous permet pas de mettre autant de champs qu'on le voudrait. Mais c'est très pratique quand tu veux faire une petite app rapide. Ou un POC que tu veux montrer, je sais pas, que tu as besoin de faire en 2 jours et que tu veux montrer l'autante que ça fonctionne. Mais dans les faits, la plupart des gros projets qu'on utilise, ils ont une autante soit qu'ils ont fait eux-mêmes, soit ils sont sur Auth0, Supabase ou Xano. Je me demande parce qu'il me semble qu'il y en a un justement où ça m'avait étonné, mais il faudrait que je me renseigne de nouveau, Xavier. Mais on a un client qui est sur Xano en back-end et il me semble qu'il a dû utiliser l'autante WeWeb parce qu'il y avait une limite. Enfin, ça l'empêchait, l'autante Xano l'empêchait de faire un truc qu'il voulait faire. Mais je me renseignerai, Ouais. Xavier. En fait, le truc qui est tricky avec l'autante WeWeb, c'est juste qu'il faut que tu puisses synchroniser avec... Parce que ta base de données, elle sera jamais dans WeWeb. Il faut que tu puisses... T'as un champ pour synchroniser les deux. Typiquement, si tu veux stocker des informations en plus sur ton utilisateur. Donc, il faut que tu penses à faire tes workflows. Et le fait est qu'on ne te propose pas pour l'instant, à voir comment on risque peut-être de le faire côté produit, mais on ne te propose pas depuis un workflow WeWeb de mettre à jour un utilisateur WeWeb. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu fais cet appel d'API dans ton navigateur, n'importe qui pourrait retrouver l'appel d'API et changer tous tes utilisateurs. C'est pas du tout secure, parce qu'en fait, tu vas faire tous tes appels depuis le front-end, et quand tu gères tes utilisateurs, il faut que la plupart de tes appels, notamment ceux d'édition ou de suppression, ils soient faits depuis un back-end. Donc, à voir comment on va edger ça. Pour l'instant, on l'a pas encore fait. Donc moi, je sais pas, je le recommanderais surtout dans des petits POC, mais si vous voulez scale, j'ai jamais trop vu de projet qui l'utilisait. Et je sais que j'ai fait beaucoup joujou avec Xano et Supabase ces derniers temps, ça marche super bien l'autante avec ces deux outils. Surtout qu'ils vous permettent de mettre Google, LinkedIn, Facebook assez facilement. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Moi, je suis en On est vacances bon, la semaine il est prochaine. 14h. Je laisserai t'es en Quentin vacances vous Ok, présenter la semaine pro, ouais. bah, je ferai ça. Et merci beaucoup, tout le monde. Ouais. À la Et on semaine va prochaine, du coup. Passez une bonne semaine. Ce qu'on verra, bah, si on se voit, n'hésitez pas à passer au No Code Summit jeudi, vendredi. Et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne. Putain, je regarde trop McFly et Carlito. Vous abonner à la chaîne de, de No Code France. D'aller sur le channel WeWeb, sur le Slack No Code France, c'est notre channel francophone officiel. Et puis on se dit à la semaine pro. Ciao. Yes, Xavier. Bon WeWeb. Salut tout le monde. Bonne journée.